Bonjour à tous, bienvenue dans les débats de Mediapart qui sera aujourd'hui plutôt une conversation avec notre invité qui est Vincent Nouzy. Vincent Nouzy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendant, vous êtes un confrère, vous travaillez notamment pour le Figaro Magazine et vous avez été grand reporter longtemps à l'Express et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, comme on dit, de référence, notamment Les Parrains Corses, je le cite, avec notre confrère du Monde Jacques Folloroux, Des secrets si bien gardés, ou Dans le secret des présidents, qui avait fouillé les archives d'État, notamment de la France. On vous a invité aujourd'hui pour parler d'un livre qui vient de sortir, qui est invraisemblable. Et pourtant, on sait, nous journalistes qui essayons de documenter la réalité, que l'invraisemblable est parfois vrai. C'est chez Fayard, votre éditeur fétiche. Hein. Oui. Ça s'appelle « Les tueurs de la République », sous-titré « Assassinat et opérations spéciales des services secrets ». En un mot, vous voyagez dans un continent enfouis d'une démocratie, d'une république, qui sont les assassinats décidés, les assassinats ciblés extrajudiciaires décidés par un État. Et là, l'État que vous fouillez, c'est la France. Alors votre livre, il commence dans sa préface par une phrase que je vais lire. Deux points, ouvrez les guillemets. « La liste est ultra secrète. François Hollande la garde précieusement non loin de lui, dans son bureau du palais de l'Élysée. » Alors Vincent nous dit, quelle est cette liste ? Eh bien, c'est la liste des personnes dont l'élimination a été décidée en plus haut lieu, c'est-à-dire en fait à l'Élysée par le président de la République. Alors c'est une liste évidemment qui est secrète, très peu de gens y ont accès. Elle a été probablement élaborée par plusieurs services, d'une part les services secrets extérieurs, donc la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, qui s'occupe donc de tout ce qui est d'opérer à l'étranger. Et puis, évidemment, les forces militaires, donc la direction du renseignement militaire et les états-majors des armées qui peuvent contribuer à nourrir du renseignement opérationnel, notamment là où des soldats sont engagés pour conduire un certain nombre d'opérations ciblées d'assassinats dans le cadre des opérations militaires classiques ou en marge de ces conflits déjà déclarés, par exemple comme l'opération Serval au Mali. Et je raconte effectivement que depuis que François Hollande est élu en 2012, il assume de manière beaucoup plus forte que tous ses prédécesseurs ce type d'action clandestine, avec une fermeté, une résolution qui surprend même les militaires et les personnes, enfin les responsables du service de renseignement que j'ai pu rencontrer, qui me disent du point de vue historique, on n'avait pas vu ça depuis la guerre d'Algérie, c'est-à-dire on frappe et on assume politiquement au plus haut niveau des assassinats donc décidés par l'Élysée. Alors on va revenir sur François Hollande et cette fermeté et ce bellicisme même en quelque sorte dont il fait preuve en la matière. Sur cette liste, est-ce qu'on sait combien il y a de noms à peu près dessus ? On ne peut pas savoir combien il y a de noms sur la liste des personnes à tuer. En revanche, ce que je cite, et on peut citer des noms des gens qui ont été tués par les forces françaises, qu'elles soient les agents des services de renseignement, le service action, le bras armé de la DGSE, ou par des gens qui travaillent donc dans les forces spéciales notamment. Et cette liste est renouvelée en permanence parce qu'on opère et on exécute un certain nombre de gens qui sont réputés des ennemis de la France, tout simplement. Donc évidemment, la liste est relativement facile à établir, si je puis dire, dans le contexte actuel, puisqu'on mène des combats contre notamment des forces djihadistes et qu'évidemment, on essaie de cibler les têtes de ces réseaux. Alors, c'est une nouveauté par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent en France, puisqu'historiquement, personne n'assumait, ne voulait reconnaître, même officieusement, qu'on pouvait flinguer comme ça, de manière extrajudiciaire, à l'extérieur de la France, pour frapper un chef terroriste ou quelqu'un qu'on jugeait nuisible pour les intérêts de la France. En réalité, ça a toujours existé. Je vous raconte dans le détail comment ça existait, comment chaque président a plus ou moins louvoyé sur ces questions-là ou assumé ce type d'opération. La réalité, depuis 3 ans, depuis que François Hollande est élu, c'est vraiment ces opérations sont clairement décidées. Et il n'y a jamais eu de consigne aussi claire. Aussi claire. Voilà. Parce qu'on a souvent été dans l'implicite. On va voilà. y revenir. Alors, pour que
tout le monde comprenne bien, votre livre est un livre aussi historique, puisqu'il balaye cette technique d'État d'assassinat extrajudiciaire, grosso modo, de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Pour que tout le monde ait bien en tête ce dont nous allons parler, je pense que l'expression va revenir, nous parlons des opérations homo, pour homicide. Hein. Homo, voilà. Vous pouvez nous décrire... Voilà, dans le langage des services secrets, il y a, traditionnellement, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, on distinguait les opérations dites Arma, Arma pour ce qui était sabotage, livraison d'armes, etc. On sabotait des installations, notamment du FLN en Algérie, etc. Et puis il y avait les opérations Homo, Homo pour homicide, donc il s'agit de tuer des gens. Donc à l'époque, il s'agissait de tuer des dirigeants du FLN ou des gens qui aidaient, par exemple des marchands d'armes, qui fournissaient en armes les maquis algériens donc face aux forces françaises. Donc il y a eu à cette époque-là des listes d'établis, des méthodes d'employés, et c'est là qu'en gros que tout a commencé. Et à cette époque, de 1955 en gros jusqu'à 1962, la fin de la guerre d'Algérie, le service action de la DGSE, qui était un petit service mais qui employait des gens extrêmement résolus, s'est employé à décimer des cibles qui étaient décidées par le président du Conseil ou le président de la République ou le Premier ministre sous la période de Gaulle, par exemple. Et là, on sait à peu près qu'il y a eu 200 à 300 exécutions, assassinats ciblés, opérations Homo décidées donc en plus haut lieu, sans qu'il y ait de traces écrites ni de consignes formelles données, formellement écrites pour dire il faut exécuter Monsieur X. Non, on donnait un ordre oral, l'ordre était transmis à des exécutants, soit des agents du service action, soit des réservistes, ce qui s'appelait à l'époque le SDEC, soit des réservistes. C'était des gens qui vivaient une vie normale. Et j'ai pu rencontrer, lors de mon enquête, des survivants de cette époque, notamment un ancien tueur du SDEC, qui était dans la vie un simple commerçant dans une petite ville du sud de la France et qui, de temps en temps, le SDEC faisait appel pour opérer aux quatre coins d'Europe afin de décimer les rangs des cibles, des avocats, des marchands d'armes, etc. Alors, donc c'est très important de raconter cette histoire parce que dans le fond, c'est là que ça commence, c'est la naissance. Et que le système, en quelque sorte, s'est mis en place. Alors, on va prendre quelques exemples actuels dont vous parlez dans votre livre et qui sont même très détaillés et qui, d'une certaine manière, illustrent ce dont nous parlions en début de conversation, qui est ce bellicisme, ce côté un peu va-t-en-guerre en la matière de François Hollande, et ce qui nous permettra aussi de discuter éventuellement les rapports que la gauche a à cela vis-à-vis de la droite et peut-être des préjugés, des impensés qu'il peut y avoir en la matière. Il y a un exemple qui est ce qu'on a appelé la tuerie d'Uzbin en Afghanistan, une sorte de souricière, un piège d'embuscade dans lequel plusieurs militaires français, 10, ont perdu la vie. Je parle sous votre contrôle. Plusieurs années après, François Hollande, puisque ça date de 2008, mais en 2012, à partir de 2012, François Hollande veut venger cet affront meurtrier qui est fait au drapeau français, à l'armée française. Que se passe-t-il ? Alors en fait, cette histoire, effectivement, c'est la fameuse embuscade d'Uzbin dans une vallée, donc des soldats français qui opéraient donc en Afghanistan. 9 sont tués pendant les combats, un accident de camion juste après, donc c'est pour ça qu'on dit 10 victimes. En l'occurrence, les états-majors militaires voulaient rapidement venger, répliquer, parce que dans le fond, il y a un non-dit dans les services secrets, y compris dans les états-majors militaires, c'est que si on nous fait du mal, on a une capacité de légitime défense, de réplique, de riposte. Jusqu'à ces dernières années, ces ripostes étaient plus ou moins assumées, plus ou moins décidées. On craignait parfois, et les présidents ont craint parfois, que ces représailles aient plus d'inconvénients que d'avantages au plan tout simplement de l'efficacité. Et effectivement, ce débat est toujours résurgent. Mais à partir de 2008-2009, il y a eu cette volonté de réplique plus systématique sur des opérations, soit sur des soldats, soit sur des attentats qui ont pu avoir lieu aux quatre coins du monde contre des intérêts français. L'ambassade d'Uzbin, il y a une volonté très claire dès 2008, sous Sarkozy, de frapper le commanditaire. Le commanditaire est identifié comme étant un chef taliban. Le Mollah Azrat, voilà. Et il est traqué. Il est traqué par les forces françaises sur place. Il est traqué aussi par les Américains parce que
ces hommes de ce chef taliban ont provoqué un certain nombre d'attentats à Kaboul qui ont été relativement meurtriers. Donc il est un peu sur la kill list, ce qu'on appelle la liste des gens à tuer, des Américains comme des Français. Et un beau jour de septembre 2012, donc 4 ans après les faits, François Hollande est donc à l'Élysée. Et là, ce chef est localisé dans une vallée. Et c'est une frappe française qui tue donc ce chef taliban. Et j'ai retrouvé le petit communiqué des forces de l'OTAN, de la force en Afghanistan sur place, qui explique bien qu'ils viennent de tuer le commanditaire de l'attentat, enfin de l'embuscade d'Uzbin, donc ils sont relativement contents. Ça a été confirmé comme une réplique française, une volonté de réplique devant la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale, et personne n'a démenti le fait qu'il s'agissait d'une loi du talion. Alors vous décrivez un François Hollande dont la main ne tremble pas quand il s'agit de demander l'exécution, la neutralisation, comme on dit parfois dans ça, c'est le politiquement correct, ce langage euphémisé des services et du monde politique. Il y a un deuxième exemple qui concerne la Somalie, et notamment une opération qui n'avait pas fonctionné comme elle le devait, qui visait à libérer des agents de la DGSE retenus par ce qu'on appelle les Shebab, des combattants en Somalie. Et vous citez cette phrase incroyable de François Hollande qui, parlant du chef des Shebab identifié comme étant impliqué, Ahmed Godan, Ahmed Godan, qu'il faut, je cite, le dégommer. Alors, cet exemple est très révélateur puisqu'il met en lumière une sorte de collaboration effective entre la France et les États-Unis en la matière. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment les choses se sont déroulées ? Alors, selon, à ma connaissance, bien sûr, je n'ai pas forcément tous les éléments de l'histoire, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'à partir du moment où on avait cet agent de la DGSE qui était appelé Denis Alex, qui était en otage pendant 3 ans, donc la volonté de le libérer était très forte sous les présidents Sarkozy et puis après sous Hollande. Donc il y a un raid de la DGSE qui a lieu donc en janvier 2013, qui échoue dans des conditions restées relativement obscures. Je dévoile qu'il y a eu un certain nombre de dommages collatéraux, d'ailleurs pendant ce raid. Ce raid se solde par la mort de l'otage retenu par les Shebab, par la mort de 2 membres des commandos des forces spéciales du service action de la DGSE, et puis un certain nombre de Shebab et de miliciens qui sont tués, ainsi que des civils. Évidemment, François Hollande ne veut pas rester sur cet échec. Il décide de traquer, là aussi, le commanditaire, comme celui de Ahmed Godan, qui est repéré, qui est ciblé lui aussi dans la kill list des Américains, parce qu'il est responsable d'un attentat au Kenya, etc. Donc il est vraiment repéré comme étant quelqu'un d'extrêmement jugé nuisible. Et donc la DGSE, sur place, par des agents de terrain, par une action de renseignement électronique aussi, finit par repérer le parcours, ou géolocaliser en quelque sorte Ahmed Godan. Et c'est finalement une frappe américaine, des drones armés américains plus des avions de chasse américains. Les drones qu'on appelle Predator. Les Predators, voilà, qui viennent de la base américaine qui est basée à Djibouti, où il faut savoir qu'il y a une base française à Djibouti, qui est une base américaine juste à côté, d'où les drones armés peuvent opérer dans toute la région. Djibouti, Somalie, Yémen, enfin toute cette région-là. Donc c'est à partir de cette base-là que ces drones s'envolent, surveillent, ont les renseignements de localisation et frappe la voiture dans laquelle Godan était embarqué avec plusieurs de ses acolytes. Mais alors, cet exemple, est-ce qu'il ne révèle pas, d'une certaine manière, une incroyable hypocrisie française vis-à-vis de ce qui est considéré officiellement, un peu en France, comme une pratique qu'il faudrait prendre avec des pincettes, à savoir les assassinats ciblés avec des drones, qui aujourd'hui sont dans l'imaginaire même culturel. La dernière série d'Homeland parle de ça, par exemple. Alors qu'en fait, on voit qu'il y a une coopération effective. La France désigne, la France identifie, la France localise, et puis demande aux copains américains, pour résumer, de frapper. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur d'une hypocrisie politique totale ? On est dans une hypocrisie française effectivement totale, puisque sur les drones armés, la position française, c'est de dire que ce n'est pas éthique de frapper avec des drones. Or, que fait-on, nous, au Sahel, par exemple, en ce moment ? On a des drones de reconnaissance donc, qui surveillent une zone. Et puis, quand une cible est éventuellement repérée, on envoie des avions de chasse pour faire le travail. Donc, il n'y a pas énormément de différence de fond entre un drone qui frappe tout de suite et un avion de chasse qui vient quelques minutes après.
On a surtout un problème d'acheter des drones américains, c'était ça le vrai sujet. Et puis il y a encore un petit obstacle dans l'armée de l'air française, parce que le drone armé, c'est celui qui peut éventuellement remplacer des chasseurs et des aviateurs. Donc il y a un obstacle psychologique. Ceci dit, sur le fond, on se rapproche de la méthode américaine. Alors certes, il faut rappeler que les drones américains, ce programme d'assassinat ciblé, donc télécommandé en quelque sorte depuis des bureaux qui sont planqués au fin fond des... totalement l'art de la guerre. Voilà, c'est que ça configure l'art de la guerre officielle et y compris l'art de la guerre clandestine. Avant, pour tuer quelqu'un, il fallait envoyer quelqu'un au plus près et exécuter la personne avec une arme de poing, si je peux dire. Aujourd'hui, avec la surveillance électronique, et avec les drones, on peut frapper en gros n'importe qui, n'importe où. C'est ce que font les États-Unis avec des dommages collatéraux très importants, c'est un nombre de cibles. Il y a eu 3000 morts depuis 10 ans à cause des drones américains, avec une image absolument déplorable dans la zone du Pakistan et l'Afghanistan, à cause de ces frappes. Et la France, finalement, n'ayant pas encore de drones armés, a notamment demandé aux Américains de se servir de leurs drones pour frapper notre cible, en quelque sorte. Que vous répondent, pas vos sources, mais les officiels français, quand vous leur dites, écoutez, regardez, j'ai documenté tout ça, quand même. Bon. Les officiels français que j'ai pu interviewer de manière officieuse, on va dire, m'expliquent qu'on n'est pas encore au stade américain, qu'on fait bien attention à ne pas cibler, par exemple, des femmes et des enfants lorsqu'il y a des frappes éventuellement d'avions de chasse ou de nos drones, de nos forces spéciales ou des agents de la DGSE qui peuvent intervenir. Donc on serait plus chirurgical, on serait plus ciblé. En l'occurrence, je pense qu'il y a un risque de dérive. Il faut savoir que notamment dans le raid en Somalie qui a eu lieu pour tenter de libérer l'agent dont on parlait tout à l'heure, qui a mal tourné, il y a eu un certain nombre de victimes civiles pendant ce raid et donc il y a eu des dommages collatéraux. L'armée ne veut pas qu'on en parle, la DGSE non plus. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, voilà. Je l'ai recoupé de plusieurs sources. Évidemment, ils ne le reconnaîtront jamais. Alors, quand nous disons que ce livre est précis, je vais vous en donner un exemple. Vous écrivez, c'est daté, qu'entre début 2013 et mai 2014, plus d'une quinzaine de HVT. Alors, les HVT, c'est des High Value Target. Les cibles. Les cibles de grande valeur, entre guillemets. Hein, qu'une quinzaine de HVT ont été éliminés au Mali. Ça paraît énorme. Quand on parle de cibles et d'assassinats extrajudiciaires, extra-tout, en quelque sorte. Oui, alors on est dans une zone un peu grise, puisqu'on est à la fois dans le cadre d'une opération militaire qui s'appelait Serval, la guerre officielle. Et à l'intérieur de cette guerre, et bien souvent, je peux en dire un mot, ces opérations clandestines ont démarré bien avant Serval, parce qu'il y avait des forces spéciales françaises au Mali et dans toute la zone sahélienne depuis 2008. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient présents de manière quasiment clandestine pour opérer dans la région. Donc il y a une guerre avant la guerre et une guerre pendant la guerre. Et la guerre qui a été décidée, c'était d'une part évidemment de détruire toutes les bases logistiques des mouvements djihadistes qui tentaient de prendre le contrôle du sud du Mali, donc Moudjahou, Ansardine, Acmi, etc. Mais l'un des principes qui a été édicté par François Hollande, c'est de tuer les chefs pour décapiter les réseaux. Donc, tuer les chefs, ça veut dire qu'on les cible, qu'on les nomme et qu'on les traque. Et une fois qu'ils sont traqués, on les opère. Mais pourquoi ne pas faire de prisonniers, par exemple, puisqu'on est dans un cadre de guerre? Alors, il y a des conventions internationales. Évidemment, il y a une partie du débat qui est que les djihadistes, de toute façon, ne veulent pas se rendre, que quand on est allé au combat dans la Drare des Ifoghas, donc au fin fond, les légionnaires sont tombés sur des gens qui se faisaient péter avec des ceintures d'explosifs. Donc effectivement, on n'est pas dans une capacité de négociation très grande pour faire des prisonniers et faire que ces gens se rendent, ni même acheter la paix, par exemple. On peut diviser, mais c'est très compliqué. Les chefs les plus importants, soit Belmokhtar, Abou Zayed, etc., sont des gens qui sont relativement déterminés et qui ont déclaré la guerre à la France bien avant le début de l'opération Serval. Donc il y a une forme de légitimité d'acte de guerre. Ceci dit, le fait qu'on cible des chefs comme ça n'est jamais arrivé depuis la guerre d'Algérie. C'est ça que je veux dire, que c'est la nouveauté. On a commencé de manière en pointillé en Afghanistan, avec la DGSE et avec les forces spéciales. Donc après les attentats de septembre. Après les attentats de septembre, il faut savoir que de manière très discrète, la France a envoyé
200 commandos de forces spéciales à partir de 2003 dans le fond, pour se réconcilier avec les Américains qui opéraient, qui avaient le commandement. Donc, ils ont opéré sous commandement et ils se sont entraînés, dans quelque sorte, pendant plusieurs années à faire ces ciblages de chefs talibans, de chefs d'Al-Qaïda dans la région. Et c'était une grande zone finalement de manœuvre et d'entraînement. Donc, c'est là qu'on a commencé à parler des high value targets, les cibles de haute valeur. Donc, comme un jeu de cartes, vous savez, comme au temps de Saddam Hussein, pour chasser, il faut avoir les grands chefs pour décimer les rois. Alors, il faut savoir que c'est des hydres. Donc ça se renouvelle en permanence. C'est la question de l'efficacité de ce type de frappe. Mais c'est là, dans le fond, que ce modèle de high value target, assez militarisé, où on emploie un peu plus les forces spéciales que la DGSE, parce que la DGSE, c'est des civils à la base. Donc, enfin, ce sont des civils. Ils interviennent en civil. Ils doivent être clandestins. Donc c'est plus difficile d'intervenir en Afghanistan pour aller flinguer quelqu'un. En revanche, avec des hélicoptères, avec des forces spéciales, on peut frapper un peu plus. Il y a plus de capacité d'action. Je raconte notamment le fait que la DGSE dispose depuis plusieurs années d'une petite cellule de tueurs attitrés. Le groupe Alpha. Le groupe Alpha dont je raconte l'histoire. Et ce groupe n'est composé que d'une dizaine de personnes. Donc ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas être partout au Mali, par exemple, ou en Afghanistan. Ce sont des sortes de super tueurs. Hein, voilà, ce sont des fausses identités pendant des années. Voilà, donc ce sont des gens qui ont été mis carrément à l'écart du système classique du service action de la DGSE à partir de 1985-86. C'était suite à l'affaire du Rainbow Warrior, où les agents avaient été trop facilement identifiés. Donc le service action a décidé de planquer ces gens de manière définitive et qu'on ne puisse jamais remonter au service. C'est le service secret du service secret. C'est le service secret du service secret. Voilà, ils sont une petite équipe dédiée aux assassinats ciblés, aux opérations homo. Et ces gens-là ont opéré alors de manière évidemment exceptionnelle, en temps de paix, si je peux dire. Les présidents successifs ont parfois eu du mal à se décider ou étaient un peu hésitants sur l'emploi de ce type de force. Mais ça a pu aussi servir de force de prévention, voire de dissuasion, de messages qu'on peut faire passer à quelqu'un. Il suffit, par exemple, il y a eu des messages qui ont été envoyés à des criminels de guerre en Serbie, par exemple, où on essayait de les attraper et on leur faisait comprendre à travers différents messages qu'on pouvait les atteindre, qu'on avait leurs photos, qu'on avait les photos de leur famille. On savait comment les éliminer. On savait comment les éliminer. Ça, c'était un mélange de la DGSE et déjà des forces spéciales. Et ce système a perduré. Alors Vincent Nouzille, quand on vous lit, évidemment, il y a une question qui est omniprésente, c'est quel est le cadre légal de tout ça ? Alors le cadre légal des opérations de la DGSE, il n'y en a quasiment pas, puisque d'abord il n'y a pas de cadre de loi sur le renseignement qui, dans le fond, légalise les activités de renseignement à l'étranger. Évidemment, aucun pays ne souhaite légaliser les pratiques d'espionnage mutuel, parce que ce serait évidemment se lier les mains et ne pas pouvoir faire ce que l'on dénonce éventuellement chez le voisin. On est dans des techniques de guerre qui sont employées hors, évidemment, de décision d'emploi de la force. Donc on est dans cet effet de violence assumée, violence légitime. En cas de légitime défense, on va dire, quand il y a une première frappe, on réplique. Donc là, il y a une forme de légalité ou de légitimité, en tout cas, qui pourrait être habillée. En revanche, dès qu'on est dans le préemptif ou dans le préventif, c'est beaucoup plus sujet à caution et c'est ce qu'ont fait les Américains de manière quasiment industrielle. Alors, un cadre légal très flou, voire inexistant, ça pose pour une démocratie la question du contrôle, puisque je crois qu'on a tous appris qu'avec Montesquieu et que l'esprit des lois, que par la disposition des choses, je cite de mémoire, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Bon, donc il peut y avoir la discussion sur la légitimité, l'efficacité, on l'aura sur ce type d'opération. On a le sentiment d'un contrôle, notamment parlementaire, si on parle de la représentation de la nation, totalement, même pas défaillant, inexistant en la matière. La délégation parlementaire au renseignement qui existe, qui est récente, qui a des pouvoirs relativement limités, n'a pas pour vocation de contrôler les opérations de la DGSE. Donc, il peut discuter le budget, les grandes orientations, les moyens dont ils se disposent, les moyens humains ou financiers ou logistiques, mais ils n'ont aucune vocation à rentrer dans le détail, comme peut le faire le Congrès américain, encore récemment, lors d'un rapport d'enquête extrêmement fouillé sur toutes les méthodes employées par la CIA depuis le 11 septembre 2001. Il n'y a pas cette capacité en France d'aller au fin fond des opérations pour voir ce que l'on a fait de manière claire, de manière assumée, et qu'est-ce qui a pu déraper dans un certain nombre d'opérations. C'est un problème selon vous, c'est surtout un cette absence de contrôle.
C'est un problème, oui, tout à fait, parce que rien n'empêcherait dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, un contrôle un peu plus strict, dans des conditions évidemment de confidentialité à respecter, des opérations menées à l'étranger sur un certain nombre quand on définit les objectifs à des services de renseignement qui peuvent être de neutraliser, dans ce qu'ils appellent entraver quelque chose, eh bien on pourrait très bien imaginer que les députés ou les parlementaires aient une capacité d'investigation sur un certain nombre d'opérations et les budgets, les moyens employés, les méthodes employées. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. L'absence de contrôle permet le caractère totalement discrétionnaire en réalité et de la décision et de l'exécution. Hein. Tout à fait. Donc la question, c'est plus le contrôle politique de ces opérations, parce qu'au sein des services, ils sont plutôt obéissants, si je peux dire. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Verticalité. C'est assez vertical, c'est plutôt des militaires dans le service action. Donc quand on demande de faire des opérations de ce type à la DGSE, eh bien ce sont des militaires qui s'exécutent la plupart du temps. Donc ils attendent toujours l'ordre oral ou l'ordre écrit, mais en tout cas un ordre venant directement du pouvoir politique. Or, historiquement, et je le raconte dans le détail, on a eu une grande variation de style et de langage des présidents de la République. Dans les ordres. Dans les ordres donnés. Par exemple, François Mitterrand était extrêmement hésitant au sens où il laissait faire un certain nombre de choses. Il donnait des ordres généraux, par exemple, vous avez le droit d'employer la violence pour régler un certain nombre de comptes au Liban, lorsqu'il y a eu des attentats contre les Français au Liban, etc. Donc ça, c'était en 82-83. Il y avait une espèce de consigne générale. Vous avez le droit d'user de la force, les moyens dont vous jugez nécessaires, Et donc c'est avec cette latitude d'action que les patrons des services de la DGSE de l'époque ont opéré, sans avoir plus de précision. C'est d'ailleurs en partie à cause du caractère assez flou de ces directives qu'on a eu l'incident du Rainbow Warrior, le fiasco, qui n'était pas une opération homo, qui était juste un sabotage, c'était une opération Arma, un sabotage d'un navire. Mais avec un mort. Mais il y a eu un mort accidentellement. Oui, qui ne devait pas être là, un photographe portugais qui était remonté sur le navire entre les deux explosions des deux bombes. Et on a bien vu à ce moment-là que la commandite politique n'avait pas fonctionné de manière très claire. Mitterrand avait dû expliquer à son ministre de la Défense qu'il fallait qu'il emploie les moyens nécessaires pour opérer. Et Charles Hernu, qui était le ministre de la Défense de l'époque, a dû parler de neutraliser. Donc le mot neutralisation veut dire plein de choses. On sabote, on exécute, on tue. Et aujourd'hui, le mot neutralisation veut dire quand même tuer, hein, de manière assez claire dans le langage politiquement correct des services et même de la gendarmerie. Alors vous qui avez balayé quasiment 60 ans d'histoire de ce point de vue-là, est-ce que vous percevez une différence politique avec un grand P entre la gauche et la droite vis-à-vis de ce type de pratique? Puisque vous nous parlez d'un François Hollande, et vous l'écrivez même comme ça, qui règle des comptes et qui est même dans le langage c'est quasiment du George Bush, dans son côté, de ce point de vue-là, quasiment néoconservateur. C'est comme ça que vous l'écrivez. Et puis un Jacques Chirac parfois en arrière de la main, ou un François Mitterrand ambigu, c'est encore autre chose. Est-ce que vous avez vu une ligne de fracture, en quelque sorte, idéologique sur ce type de pratique qui est encore une fois ce continent enfoui de l'État? À mes yeux, quand on regarde bien les 7 présidents français depuis le début de la Ve République, il n'y a pas de différence notable entre la gauche et la droite, à mes yeux. Ce qui ressort plutôt, c'est le tempérament de chaque président. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont des révélateurs de personnalité. Absolument. En fait. Pas politique, mais de personnalité. De détermination, de résolution, peut-être de courage ou de prise de risque, en tout cas, dans un certain nombre de cas, et une mentalité quasiment du président. Giscard, par exemple, m'a été décrit comme ayant une mentalité de tueur au sang-froid. On sait que c'est un chasseur. Et on sait que sur des petits mots manuscrits... avec certains dictateurs. Voilà. Il écrivait il faut faire du mal cruellement à nos adversaires. Donc il y avait cette volonté de frapper, et de frapper de manière avec violence et avec une volonté de se venger.
Parfois, il a donné des feux rouges aussi. Il y a eu plusieurs opérations pour tenter de neutraliser, comme on dit, Carlos, qui était en fuite après des assassinats commis en France. Et il y a eu des feux verts, puis des feux rouges, puis des feux verts, puis des feux rouges. Enfin, mais Mitterrand, par exemple, a donné un feu vert pour assassiner Carlos et Abu Nidal, qui étaient les deux grands terroristes des années 80. Carlos a été kidnappé, finalement. Carlos a finalement été kidnappé, mais je raconte qu'il a été kidnappé après que la question de sa capture ou de son exécution a été clairement posée au cabinet de Charles Pasqua en 1994. Ayant été repéré au Soudan, des équipes auraient pu le neutraliser. Il y avait des proches de Charles Pasqua qui étaient favorables à une exécution. Et il y a d'autres proches qui étaient plutôt favorables à sa capture, de manière à ce qu'il soit jugé finalement en France. Et c'est donc cette deuxième option qu'a choisi Charles Pasqua en missionnant le général Philippe Rondeau pour faire cette capture au Soudan et le ramener dans les mailles de la DST. Qui est l'un des grands succès du général Philippe Rondeau qu'on retrouvera ensuite dans toute autre affaire, qui est l'affaire notamment Clearstream. Une question rapide, est-ce qu'il est possible que ce type d'opération se fasse sans le consentement, voire même dans le dos du chef de l'État ou du pouvoir politique? Alors, dans le dos, je ne dirais pas ça, mais il m'a été cité, non pas des opérations précises, mais une philosophie particulière, notamment de François Mitterrand, qui fait qu'à certains moments, il l'a laissé faire sans même qu'on lui en parle, en fait. Il y avait cette espèce de discussion entre le patron de la DGSE et le président de la République, parce que ça se passe vraiment en tête-à-tête, ce type de discussion sur des opérations aussi sensibles. Très peu de gens le savent. Très peu de gens le savent. C'est vraiment une intimité totale, le secret absolu. Eh bien, François Mitterrand ne donnait pas de feu vert ni de feu rouge. Il disait simplement au directeur de la DGSE, faites comme il vous plaira en quelque sorte, si vous le jugez utile. Donc c'était une espèce de feu vert, feu rouge, et c'était au directeur de la DGSE d'interpréter ce feu vert ou ce silence de François Mitterrand afin de prendre des décisions. Et je sais que des opérations ont été menées sans que François Mitterrand donne son aval formel. Est-ce que ce n'est pas une forme de perversité politique pour se protéger en Évidemment, réalité si ça c'est une hypocrisie politique, c'est le fait de ne pas assumer ce type d'opération, c'est le fait de craindre des effets boomerang politiques si jamais ce type d'opération venait à être connu. Et c'est surtout une manière de se défausser en quelque sorte aussi sur les services secrets afin qu'ils les opèrent. Il faut bien savoir qu'il y a d'autres directeurs de la DGSE qui, face par exemple à Jacques Chirac, ne sentaient pas le coup. Et il y avait un silence de Jacques Chirac qui ne voulait même pas en entendre parler et donc ils n'ont pas opéré. Donc il y a eu une extrême grande prudence de Jacques Chirac sur ce sujet. C'est probablement de tous les présidents celui qui a été le plus tempéré, si je puis dire, qui était le plus, certains disent craintif, d'autres disent expérimenté, prudent. Et il y avait une forme de méfiance à l'égard des services secrets qui n'a fait que se renforcer d'ailleurs au fil des ans, et particulièrement avec l'histoire du vrai faux compte japonais. Voilà, il soupçonnait un complot ourdi au sein de la DGSE contre lui. Et donc ça s'est assez mal passé dans le fond dans ses relations avec les services secrets. Il y a un président dont on a peu parlé, pourtant vous lui consacrez un chapitre, notamment sur un sujet qu'on essaye de documenter beaucoup à Mediapart, qui est la Libye, et je parle de Nicolas Sarkozy. Alors, sur la Libye, vous racontez, vous confirmez, même vous amplifiez ce qui a déjà été dit, notamment de mémoire dans le Canard enchaîné, c'est qu'il y avait des hommes au sol des services français au moment de la mort du colonel Kadhafi à Sirte, en octobre 2011, je parle sous votre contrôle, ce qui paraît être aujourd'hui en contravention avec ce qui était le mandat de résolution de l'ONU en termes d'intervention militaire en Libye. Aujourd'hui, est-ce que, par rapport à ce que votre enquête, le sujet même de votre enquête, vous avez pu établir ce qu'il s'est passé concernant Mouammar Kadhafi ? Alors je raconte, parce que c'est assez documenté dans le fond cette histoire, que la volonté d'éliminer le clan Kadhafi était très claire. Les frappes multiples et répétées sur les différentes personnes du clan, les fils, les enfants et lui, Kadhafi lui-même, à plusieurs moments des frappes de l'OTAN, puisque c'était un groupe sous mandat onusien, montre qu'il ne s'agissait pas seulement de venir en aide aux populations de Benghazi, assiégées, etc. Il y avait une volonté de régime change, de changer le régime, de faire tomber ce régime et même de liquider ce régime, puisque plusieurs des fils ont été liquidés clairement par soit des frappes de l'OTAN, soit des rebelles qui les ont fait prisonniers.
Et dans le cas d'espèce de Mouammar Kadhafi, je raconte dans le détail la frappe, qui est une frappe française, d'une grosse bombe guidée au laser. Les drones américains et français surveillaient la ville de Sirte, où ils savaient que l'ancien dictateur, qui était déchu depuis quelques mois, s'était réfugié avec quelques-uns de ses proches. Et que voit-il un beau matin, à 8 h du matin, un énorme convoi de 75 véhicules qui part vers le sud de Sirte et qui fonce à toute allure. Évidemment qu'il n'y avait personne qui pouvait s'échapper de Sirte autre que Mouammar Kadhafi. Et il avait en plus un téléphone Touraya. C'était la seule chose dont il disposait un téléphone satellitaire. Un téléphone satellitaire. Il est très probable, c'est ce qu'on m'a dit, que le téléphone était écouté et localisé. Donc en fait, on savait qu'il était là et très rapidement. La France bombarde. Et c'est un avion français qui bombarde. Alors, pour tuer. Pour tuer. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque la bombe est faite pour exploser littéralement ce convoi. Et au sol, le bilan sera fait. 25 véhicules calcinés, 58 cadavres, etc. Donc une énorme frappe française. Et c'est un miracle déjà que Kadhafi réchappe de cette frappe aérienne. Et la frappe a été faite à un endroit où les membres de la Katiba Tiger, des gens de Misrata, la brigade de rebelles, qui étaient aidés par les forces spéciales françaises depuis plusieurs mois, se trouvaient ici. Et donc ils ont été sous le feu nourri des membres de cette Katiba. Et donc, savoir exactement, les rapports ne le disent pas exactement, qui a finalement achevé. Oui, parce qu'il a été achevé. On sait qu'il a été achevé. On sait qu'il a été achevé, on ne sait pas exactement qui l'a achevé. Mais moi, ce qui m'importe dans cette histoire, c'est juste que les faits montrent qu'il n'y avait pas de doute sur la volonté de la France, mais aussi de la Grande-Bretagne et des États-Unis, de le liquider. Donc on peut prendre l'affirmation à l'envers, c'est-à-dire que rien n'a été fait pour l'avoir vivant. Et donc clair. Le juger. C'est très clair. Puisque la CPI voulait le juger avec Quand on envoie une bombe de 250 kg sur le convoi où l'on suppose que Kadhafi est en train de s'enfuir de Sirte, c'est très clair qu'on n'est pas prêt à discuter avec lui. Et ça nous renvoie aux éventuels secrets dont Mouammar Kadhafi serait le détenteur, que ce soit la corruption ou même la coopération avec. Donc moi je ne m'avance pas sur ce point-là, sur les motivations de Sarkozy versus Cameron versus sur Obama. La détermination à tuer. La frappe militaire montre qu'il n'y a aucun doute sur la volonté de tuer. Alors il y a une opération Homo qui est américaine très célèbre, qui a donné même lieu à beaucoup de livres et même à un film d'Hollywood, c'est l'assassinat de Oussama Ben Laden. Et quand cet assassinat a eu lieu, il y a eu immédiatement un communiqué de l'Élysée qui disait « Justice est faite ». Est-ce que ce n'est pas tout l'inverse ? Non, parce que du point de vue de l'action contre Oussama Ben Laden, qui avait clairement revendiqué les attentats du 11 septembre, il y avait une forme de légitimité des États-Unis à traquer le suspect numéro 1, le commanditaire de ces attentats qui les ont marqués vraiment très profondément. Est-ce que la justice, ça n'est pas de juger les gens ? Alors, il faut se souvenir que Bush, dans ses premiers mots, dit on va les poursuivre pour les ramener et qu'ils soient jugés. En l'occurrence, les consignes secrètes qu'il a données, c'était vraiment d'éliminer. Je cite notamment des rapports où il disait « je veux la tête de Ben Laden dans un paquet quasiment ». Donc la volonté claire, il y avait presque une légitimité quasiment onusienne, puisqu'il y a une résolution de l'ONU qui est votée le 12 septembre, je crois, ou le 13 septembre à l'ONU, à l'instigation de la France, qui donne le droit à une action unilatérale américaine contre, dans le fond, les commanditaires du attentat du 11 septembre. Même si ça intervient 10 ans après, la vengeance, qui est un plat qui se mange souvent froid, il y a une forme de légalité, de légitimité dans cette action. Mais même, si je pose un peu en fait, cette question de manière peut-être un peu provocante pour certains, sur justice a-t-elle été faite sur la mort de Ben Laden, au fond c'est la question centrale, je trouve, que pose le livre, c'est à quoi ça sert ? Est-ce que c'est utile ? Puisque si on peut imaginer qu'on accepte, le débat est totalement ouvert, qu'un État puisse, en dehors de tout circuit judiciaire, tuer certaines personnes qui sont dans le camp d'en face. Bush parlait même du camp du mal. Est-ce que c'est efficace pour lutter contre la menace qu'ils incarnent ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est la meilleure arme, en quelque sorte, pour répondre à ce danger, à cette terreur dont la France a été victime récemment, ou est-ce que ça n'est pas rajouter de l'essence sur du feu ? La question est en partie psychologique
pour les pays comme les démocraties occidentales qui, face à une menace terroriste, veulent quand même montrer à leur opinion, à leur population, qu'ils ne restent pas les bras ballants lorsqu'on les attaque. Et ça peut être aussi un effet éventuellement en partie dissuasif sur certains ennemis qui douteraient d'une capacité de réaction. Donc le fait qu'on frappe en retour, qu'il y ait une riposte, qu'il y ait une représailles, qu'il y ait une loi du talion, c'est un principe un peu général des services secrets. Donc le Mossad, les services israéliens l'ont beaucoup pratiqué. La CIA, depuis 2001, le fait de manière quasiment très systématique. L'entreprise. Voilà. Et la France était dans un entre-deux. On avait plutôt une réputation de puissance mollassonne, dont les services secrets n'étaient pas très efficaces et qui n'avaient pas cette culture de la riposte immédiate. Alors, c'est en train de changer. Ça a changé donc avant les attentats de Paris, mais ça a changé depuis en gros 2010. À partir du moment où il y a eu un certain nombre de prises d'otages, notamment au Sahel, on avait commencé à beaucoup négocier, même à payer des rançons. Et puis progressivement, la notion d'opération de vive force, qui a été notamment inaugurée par Nicolas Sarkozy auprès de pirates somaliens, mais aussi après la prise d'otages de 2 jeunes Français au Niger en janvier 2011. Tout de suite, où ça s'est mal fini. Où ça s'est mal fini pour les 2 otages, mais aussi pour des membres d'AQMI qui avaient opéré ces rapts à Niamey. Cette volonté donc, est très manifeste. Et elle a été probablement en partie incarnée d'ailleurs par le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, donc vraiment Benoît Pugat, le général Pugat, voilà, qui à partir de 2010 est aux côtés du président Sarkozy, est un parachutiste, plutôt un homme de commando, qui a dirigé les forces spéciales et qui est plutôt partisan de la manière forte. Et il inspire en partie Nicolas Sarkozy à partir de 2010 sur ce type d'opération secrète. Et il reste à l'Élysée sous François Hollande, où il est toujours en place comme chef d'état-major particulier. Et il fait partie clairement des faucons qui inspirent François Hollande aujourd'hui. Vincent Nozy, merci beaucoup de cet entretien. Donc, vous êtes l'auteur des Tueurs de la République aux éditions Fayard. Merci à tous.